Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Arnaud Chérita, qui est chercheur, qui est directeur de recherche au CNRS, mathématicien à l'Institut mathématique de Toulouse, va vous présenter sa conférence des impressions 3D pour comprendre la 4D. Il est aussi le vice-président de l'association Les Maths en scène. Donc, je souhaite une très belle conférence. C'est à toi, Arnaud. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, bonsoir plutôt. J'ai arrêté mon partage d'écran, donc normalement, vous devriez voir ma tête. Est-ce bien le cas? Rouya, est-ce que tu peux me dire si les gens voient ma tête? Non, il y a partage d'écran là. Oui, mais je l'ai posé. Alors, je vais l'arrêter. Je l'arrête. Voilà. Donc, normalement, vous voyez ma tête? Oui, on voyait avant aussi. Ah, ok. Donc, je vais vous montrer, je vais vous montrer un objet, un puzzle, hein, puisque le titre de l'exposé, c'est un puzzle. Donc, je vais vous montrer avec la caméra de l'ordinateur le puzzle en question. C'est cet objet. Il a été imprimé en 3D. Donc, il y a une coque au-dessus pour protéger et pour tenir des pièces. Il y a des pièces comme ça. Voilà. Alors, chaque pièce de chaque couleur a la même forme. Donc, toutes les pièces bleues ont la même forme. Je peux les empiler au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je tourne un petit peu le puzzle. Vous voyez. Là, il y a des pièces jaunes donc, qui ont une autre forme. Et au fur et à mesure qu'on le démonte, on découvre une autre couleur, mauve, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ou lilas. Et à nouveau, elles ont toutes la même forme. Et enfin, au cœur du puzzle, on a une pièce qui est dorée en l'occurrence, voilà, qui a cette forme-là. Donc cette forme, vous la connaissez peut-être, c'est le dodécaèdre régulier. Et je vais vous raconter pourquoi j'ai fabriqué ce puzzle, d'où est-ce qu'il vient. Il vient de la 4e dimension. Voilà. Donc, je range tout ça et puis je vais passer en partage d'écran à nouveau. Voilà. Voilà. Alors, je pousse les pièces du puzzle et je commence l'exposé. Donc, ça s'appelle des impressions 3D pour comprendre la 4e dimension. Voilà. C'est parti. Donc, je vais d'abord rappeler ce que c'est qu'un polygone régulier. Alors, un polygone, c'est un dessin qu'on fait en reliant des points entre eux. Et pour être un polygone régulier, il faut que les traits ne se croisent pas. Donc, il doit être ce qu'on appelle convexe. D'autre part, il faut que toutes les longueurs des segments, des traits, soient les mêmes. Donc, sur l'exemple du milieu, il y a des longueurs différentes. Non seulement il faut que toutes les longueurs soient les mêmes, mais il faut également que tous les angles au sommet, à chacun des 5 sommets, soient les mêmes. Donc, sur l'exemple de droite, les longueurs sont les mêmes, mais pas les angles. Voilà. Sur l'exemple du milieu, les angles sont les mêmes, mais pas les longueurs. Seul le dessin à gauche est un polygone régulier. Ça, c'est pour 2 dimensions, mais maintenant, quand on passe à 3 dimensions, on a ce qu'on appelle les polyèdres réguliers. Alors, il n'y en a que 5. Ce sont les 5 solides de Platon que vous voyez là, représentés avec un logiciel de dessin 3D. Et ce qui est assez étonnant, la première fois qu'on l'apprend, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que 5 polyèdres réguliers. Alors, de la même façon qu'on a défini ce que c'est qu'un polygone régulier, il faut définir ce que c'est qu'un polyèdre régulier. Alors, il y a plusieurs définitions qui existent et qui donnent toute la même liste. Donc, moi, j'adopte la définition que vous avez ci-dessous, qui a 4 conditions. D'abord, il faut qu'il soit convexe. Alors, convexe, ce n'est pas uniquement que les
segments ne se rencontraient pas, ne se croisaient pas, c'est également que la forme était arrondie, c'est-à-dire qu'elle n'était faite que de bosses et pas de creux. Donc, par exemple, sur l'exemple de gauche, vous avez un polyèdre qui est non convexe. Alors, un polyèdre, j'ai oublié de vous dire que c'est formé de polygones. C'est un objet, c'est un dessin dans l'espace dont les faces sont des polygones. La deuxième condition, c'est qu'il faut que les faces soient des polygones réguliers. Donc, dans l'exemple numéro 2 ci-dessous, il est bien convexe, mais les polygones que vous avez sont des triangles qui ne sont pas réguliers. Ils ne sont pas réguliers parce que vous voyez, les trois longueurs sont différentes. La troisième condition, c'est que ces polygones réguliers soient les mêmes pour toutes les faces. Donc, on a un troisième exemple ici qui vérifie les deux premiers critères. Il est convexe et ses faces sont des polygones réguliers. Cependant, on a des triangles réguliers et des quadrilatères réguliers. Écoute, prends le temps encore. Pardon ? Ouais, tu prends encore un peu le temps. De toute façon, tu as encore un peu de temps. Il faudrait que cette personne ferme son micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, il y a des triangles réguliers qu'on appelle des triangles équilatéraux, et puis les quadrilatères réguliers s'appellent le carré, bien sûr. Dans chacune de ces 4 images que vous voyez ci-dessous, j'ai vérifié toutes les conditions sauf une. À gauche, on a vérifié les 4 conditions, sauf la première de convexité. Les faces sont des polygones réguliers qui sont tous identiques. Non, le dernier critère n'est pas vérifié pour le polygone de gauche, pour le polyèdre de gauche. Donc celui-là ne vérifie que 2 des 4 critères. Donc le 4e critère, c'est que chaque sommet du polyèdre rencontre le même nombre de faces. Donc le dernier, là, il est convexe, il est formé de triangles réguliers, identiques, mais certains sommets rencontrent 5 triangles, alors que d'autres sommets rencontrent 4 triangles. Ici, on est bien convexe, les faces sont des polygones réguliers et chaque sommet est identique. Il rencontre 4 triangles et un carré. Chaque sommet rencontre 4 triangles et un carré. C'est un très joli exemple de polyèdre qu'on appelle semi-régulier. On les appelle aussi les polyèdres d'Archimède et non plus de Platon. Là, ça vérifie la convexité, ça vérifie que les faces sont identiques, mais pas des polygones réguliers. Et à chaque sommet, on a le même nombre de faces. Voilà. Donc, aucun de ces dessins n'est un polyèdre régulier. Maintenant, je vous montre, peut-être que vous avez fait ça dans les petites classes, en tout cas, moi, je l'ai fait et j'avais bien aimé. On découpe dans du papier les patrons des polyèdres et puis on les replie dans l'espace et on met des petites languettes, soit on met du scotch, soit on prévoit dans le patron des petites languettes qu'on va patiemment coller pour obtenir un modèle en papier d'un polyèdre régulier. Alors, je passe vite sur cette diapositive parce que je vais essayer de vous raconter pourquoi il ne peut pas y avoir plus de 5 polyèdres réguliers. Pourquoi ce nombre est limité à 5. Voilà. Donc, la preuve que je vous présente est basée sur l'analyse de ce qui se passe à un sommet. Et ça, c'est dû à la convexité. À cause de la convexité, à cause du fait qu'elle est arrondie, qu'il n'y a que des bosses et pas de creux, nécessairement, la somme des angles des faces à un sommet donné est strictement inférieure à un tour complet. Un tour complet, c'est 360 degrés. Donc là, j'ai regardé un sommet et je vois qu'il y a 3 angles droits puisqu'il s'agit du cube. Le cube est un des 5 polyèdres réguliers. 3 carrés et un angle droit, c'est 90 degrés. Hein, donc 3 angles droits, ça fait bien strictement moins qu'un tour complet, puisque ça fait 270 degrés. C'est inférieur à 360 degrés. Donc maintenant, j'ai mis dans ce tableau à gauche les différents polygones réguliers. Enfin, il y en a une infinité en fonction du nombre de côtés. Donc j'ai commencé la liste. Triangle équilatéral, carré, pentagone régulier, hexagone régulier, donc à 6 faces, à 6 côtés, heptagone régulier à 7 côtés, etc., etc.
Et on va regarder quel est l'angle au sommet d'un triangle équilatéral. Donc, tout le monde sait peut-être qu'un triangle équilatéral a un angle au sommet de 60 degrés. Pour le carré, c'est facile, c'est l'angle droit. Pardon, je vais balayer ce tableau ligne par ligne, non pas colonne par colonne. Donc, un triangle équilatéral, 60 degrés. Combien de fois on peut mettre 60 degrés dans 360? On peut le mettre 6 fois, parce que 6 fois 6, 36. Mais n'oubliez pas, il faut une inégalité stricte. Il faut strictement moins de 360. Donc, en fait, le nombre maximal de triangles équilatéral qu'on peut voir au sommet d'un polyèdre régulier, c'est 5. Alors, si on revient, je vais revenir en arrière au dessin de tout à l'heure, des 5 solides de Platon, vous voyez, un des solides de Platon est formé de triangles, un autre est formé de triangles, un troisième est formé de triangles. Le suivant est formé de carrés et le dernier de pentagones réguliers, et c'est tout. Alors là, à chaque sommet, vous voyez 3 triangles. Pour celui-là, à chaque sommet, vous voyez 4 triangles, peut-être que vous arrivez à l'imaginer en tout cas. Et là, vous voyez 5 triangles à chaque sommet. Ça confirme bien qu'il ne peut pas y en avoir plus que 5, ce qu'on a vu sur le tableau à l'instant. Voilà. Des carrés avec 90 degrés, il ne peut pas y en avoir plus que 3, puisque 3 fois 90, ça fait 360. Donc le nombre maximal est 3. J'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que le nombre minimal, c'est 3 aussi. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'aviez que 2 carrés à chaque sommet? Eh bien, votre polyèdre serait complètement plat. Donc ça, c'est une des conditions que j'ai oublié de mettre au tout début, c'est qu'on veut que cet objet soit en 3 dimensions et pas en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que cet objet soit plat. Donc on interdit qu'il y ait 2 polygones par sommet, parce que ça ferait un polyèdre plat. Alors, le pentagone régulier a un angle au sommet de 108 degrés. Ce n'est pas très connu. Voilà, c'est 108 degrés. Et donc, 108 degrés, on peut le mettre 3 fois dans 360, mais pas plus. Donc, ça, c'est un exercice de mathématiques que je vous laisse le plaisir de vérifier. Pour l'hexagone régulier, qui a un angle au sommet de 120 degrés, eh bien, 3 fois 120, ça fait 360. Mais n'oubliez pas, il faut strictement inférieur. Donc là, on est embêté parce qu'on pourrait en mettre que 2, mais 2, c'est interdit. Donc, on sait déjà qu'il ne peut pas y avoir de polyèdre régulier fait d'hexagone régulier. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas la place autour d'un sommet pour avoir strictement moins de 360 degrés. L'heptagone régulier, c'est encore pire. Avec son angle de 128, quelque chose, on ne peut toujours pas en mettre 3. Voilà. Donc, résultat, les polyèdres réguliers sont au plus de 5. Et en fait, ils sont exactement 5 parce que chacune des configurations est réalisable. Donc, là, dans la colonne de gauche, on a 3, ça veut dire triangle, 4, ça veut dire carré, et 5, ça veut dire pentagone. Et pour des triangles, on peut en mettre 3 ou 4 ou 5 par sommet. Voilà. Pour des carrés, on peut juste en mettre 3 par sommet. Et pour des pentagones réguliers, on peut juste en mettre 3 par sommet. Ça fait 5 possibilités au maximum. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que cette possibilité, on a exclu des possibilités, mais ce n'est pas parce que le critère est vérifié que la possibilité est réalisable. Donc, dans les faits, elles sont toutes les 5 réalisables. Ça, c'est une autre paire de manches pour le démontrer. Mais on peut aussi le démontrer. Donc, il existe effectivement un polyèdre régulier fait de triangles, 3 par sommet. C'est le dé à 4 faces. Si vous avez joué au jeu de rôle dans les années 80, eh bien, vous avez forcément vu ces dés-là. Des polyèdres réguliers avec des triangles et 4 par sommet, oui, ça existe. C'est le dé à 8 faces qui est en jaune ici. Des polyèdres réguliers faits de triangles 5 par sommet, oui, ça existe. C'est le dé à 20 faces qui est en blanc. Le dé à 4 faces, c'est celui qui est fait de carrés, 3 par sommet. Et enfin, le dé à 12 faces en vert, c'est celui qui est fait de pentagones, 3 par sommet. Voilà.
Donc, le fait qu'on peut construire ces dés démontre, entre guillemets, expérimentalement, que ces polyèdres existent. Sinon, il y a aussi des démonstrations de mathématiques. Et là, on a un petit intrus, c'est le dé à 10 faces. C'est bien pratique d'avoir un dé à 10 faces quand on veut tirer des choses au hasard, parce que nous, on utilise la base 10 dans la vie courante. Voilà. Et donc, les boîtes de jeux de rôle incluaient, bien sûr, des dés à 10 faces. Simplement, le dé à 10 faces n'est pas un polygone régulier parce qu'il y a un des critères qui ne satisfait pas. Voilà. Alors, quel est ce critère? Je vous laisse réfléchir 2 secondes et après je vous le dis. Ah, il y a un effet Larsen. Il faudrait qu'une personne éteigne son micro, s'il vous plaît. Gauthier Dietrich, si vous pouviez éteindre votre micro. Voilà, merci. Est-ce que Xavier, tu peux faire un sondage? Non, je crois que Xavier ne peut pas. Donc, je vais vous répondre tout de suite. Donc, le critère, donc je vous rappelle peut-être les 4 critères qu'on avait. Je vais vous les remontrer carrément. Enfin, il y en avait 5. Il y avait le fait qu'il n'est pas plat, mais évidemment, le dé à 10 faces n'est pas plat. Il fallait qu'il soit convexe. Alors, le dé à 10 faces, il est bien convexe. Okay. Il fallait que les faces soient des polygones réguliers. Ah, alors là, ce n'est pas le cas. Il fallait qu'elles soient identiques. Là, c'est bien le cas. Les dés à 10 faces identiques. Et puis, chaque sommet du polyèdre rencontre le même nombre de faces. Ce n'est pas le cas non plus, hein, si on le regarde. Alors, je suis désolé, il est tout petit sur l'écran, mais hein, les faces du dé à 10 faces, ce sont des quadrilatères qui ne sont pas des carrés. Hein. Et puis, à ce point-là, il y a 3 faces qui rencontrent ce sommet-là, mais à ce sommet-là, il y a 5 faces qui le rencontrent. Donc, il y a 2 des critères qui n'est pas vérifié par le dé à 10 faces. Pardon, je vais laisser cette image quelques secondes de plus avant de passer à la suite. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de la 4e dimension. Donc, pour cela, il faut que je vous parle des dimensions. Donc, les dimensions, c'est en fait le nombre de coordonnées qu'il faut pour repérer un point. Sur une ligne, il suffit d'une coordonnée pour repérer un point. On l'appelle x d'habitude, cette coordonnée. Donc, la ligne a une dimension. Sur un plan, il nous faut 2 coordonnées. Donc, le plan a 2 dimensions. On dit qu'il est en 2D, 2 dimensions. Les coordonnées, on les appelle d'habitude x et y. Donc, pour repérer un point dans l'espace, il faut 3 coordonnées, x, y et z. Donc, l'espace possède 3 dimensions. Et donc, l'espace à 4 dimensions, c'est un espace imaginaire dans lequel, pour se repérer, il faudrait 4 coordonnées. Alors, on est bien embêté parce qu'il n'y a pas de lettre après z. Donc, on n'a qu'à les appeler par exemple x, y, z et t, pourquoi pas. Alors souvent, on emploie t comme 4e dimension parce qu'on parle de l'espace-temps. Et l'espace-temps, c'est on repère des points dans l'espace, mais en plus, on rajoute une coordonnée temps, ça veut dire un moment. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans l'espace à un moment donné. On appelle ça des événements et on les repère par x, y, z et puis le temps où cet événement a eu lieu. X, Y, Z, T, ça fait 4 dimensions. On appelle ça l'espace-temps et on dit que l'espace-temps a 4 dimensions. Il y a même quelque chose d'extraordinaire qui a été découvert par Minkowski, Einstein et d'autres gens, qui est cet espace-temps à 4 dimensions possède une géométrie. Mais ce n'est pas de cette géométrie-là que je vais vous parler. Je vais vous parler d'une autre géométrie sur l'espace à 4 dimensions. C'est pour ça que moi, je l'appelle l'espace à 4 dimensions et pas l'espace-temps. Et cette autre géométrie est différente. Donc, je n'ai pas envie d'appeler la 4e dimension la dimension du temps. Ce n'est pas vrai. Donc, cette 4e dimension imaginaire, qui n'existe pas dans notre monde réel, mais que nous, les mathématiciens, on se plaît à imaginer pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que peut-être que en sciences physiques, quand on zoome énormément sur une particule élémentaire et même au-delà, il se peut qu'en fait que l'espace ait plus de 3 dimensions. Il pourrait qu'il en ait 10 ou peut-être un autre nombre, on ne sait pas trop. Donc, comprendre ces espaces avec plus de 3 dimensions, c'est quand même important. C'est important pour d'autres raisons, parce qu'on peut représenter des choses en mathématiques dans ces espaces imaginaires, et ça nous aide énormément à comprendre ces choses mathématiques. Alors, c'est un saut dans l'abstraction qui est difficile, mais extrêmement utile.
Alors, pour la quatrième dimension dont j'ai envie de vous parler, j'ai envie de dire que c'est l'analogue de la troisième dimension dans laquelle on vit. Donc, pour ça, il faut pouvoir faire de la géométrie en 4 dimensions. Et la base de la géométrie, je vais prétendre que c'est calculer des distances entre des points. Que si on sait calculer les distances entre des points, et puis si on sait déterminer si des points sont alignés, eh ben, on a à peu près tout ce dont on a besoin pour faire de la géométrie en 4 dimensions. Par contre, je ne vais pas vous montrer les formules. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet, par exemple. Mais c'est des formules qui ressemblent à la formule de Pythagore, en fait. Simplement, on la généralise avec plus de dimensions. Alors, ce que j'aime bien montrer, par contre, c'est raisonner par analogie. Et ce qui est agréable dans ce domaine-là, c'est qu'on peut aller assez loin en raisonnant purement par analogie. Et pour ça, je vais vous présenter l'hypercube. Donc, l'hypercube de dimension 0 est devant vous. Vous ne le voyez peut-être pas, c'est le petit point qui est à cet endroit-là. En haut, à gauche du signe moins, il y a un tout petit point. Parce qu'en dimension 0, il faut 0 coordonnées pour se repérer. En fait, l'espace de dimension 0, c'est le point. Et là, il est en train de se construire l'hypercube de dimension 1. Comme il est de dimension 1, il vit dans une ligne. Et l'hypercube de dimension 1, c'est juste un segment, c'est-à-dire une ligne finie. Et pour construire ce segment, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pris le point, j'ai fait avancer le point, et le point a tracé le segment. L'hypercube de dimension 2, c'est le carré. Comment on construit le carré? On part du segment, on part d'un segment, on le déplace dans une nouvelle dimension. Là, on va le déplacer latéralement, et ce segment va tracer sur le plan un carré. Vous avez peut-être compris maintenant comment on trace un cube. Un cube, c'est un hypercube de dimension 3. Un cube, ça se trace en prenant le carré, en le déplaçant latéralement, en le faisant sortir de la feuille, et ce carré va tracer dans l'espace un cube. Donc, représenté sur l'écran, en projection, ça donne ça. Là, je vais le rétracter. Il faut imaginer qu'il part derrière l'écran, que le carré est en train de s'éloigner de l'écran, de passer derrière et de tracer dans l'espace ce schéma d'un cube. Alors là, je trace que les arêtes du cube, je ne trace pas l'intérieur. Voilà. Ben, un hypercube, c'est pareil. Il faut s'imaginer un cube placé dans l'espace à 3 dimensions et on déplace ce cube dans la 4e dimension, latéralement, dans cette 4e dimension qui n'existe pas. Il faut faire un effort d'abstraction. On le déplace latéralement et il va tracer dans la 4e dimension un hypercube de dimension 4. Donc, si j'appuie sur plus, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit une projection de cet hypercube, tout comme le cube est une projection, tout comme ce dessin-là à l'écran est une projection d'un cube sur un écran. Et bien là, ce qu'on voit, c'est la projection d'un hypercube à nouveau sur un écran. Donc, si on a compris le mécanisme de dessin, et ben, c'est assez amusant d'en dessiner soi-même. Soigneusement, c'est mieux. Et on peut continuer. On peut le prendre, on peut le décaler. Donc, prendre 2 copies de ce dessin et les relier par des traits. Là, j'ai pris 2 copies de ce dessin et je les relie toutes par des traits. On obtient ces jolis dessins dans lesquels on peut voir, avec un peu d'imagination, d'autres petits cubes. Cet hypercube de dimension 5 est formé d'une multitude de petits cubes déformés. Voilà. On peut aller jusqu'à la dimension 6. Non, j'ai arrêté à 5. J'ai décidé que 5, ça suffisait. Alors, il y a une autre représentation classique de l'hypercube en 3 dimensions qui consiste à dessiner un grand cube. Dedans, on dessine un petit cube et on ne prend pas l'apéritif, mais on relie ces 2 cubes par des petits segments et ça fait ce dessin-là. Alors, ce dessin-là, c'est un dessin en 3 dimensions, donc mais qui représente un objet en 4 dimensions. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne peut pas imaginer la 4e dimension, notre cerveau n'est pas fait pour ça, eh bien, on dessine des dessins en 3 dimensions ou en 2 dimensions qui représentent cet objet et qui nous aident à le comprendre. Donc ça, c'est un objet en 3 dimensions qui représente un objet en 4 dimensions. Et c'est souvent ce dessin-là qu'on voit quand on parle d'hypercube. Alors ce dessin-là, qu'est-ce que c'est? C'est une projection perspective. De la même façon qu'à gauche, vous avez la projection perspective d'un cube. Quand on regarde un cube de haut, alors un cube transparent vu de haut,
eh ben, ça ressemble à ça. Ça, c'est le fond du cube. Le petit carré est le fond du cube. Quant au grand carré, c'est la face du cube qui est devant nous, qui est la plus haute. Et donc, c'est déformé par la perspective, en fait. Les trois faces verticales du cube sont très déformées, comme ça. Il faut s'imaginer que la même chose arrive quand on fait une projection de perspective de la 4e dimension vers la 3e dimension. Donc, le passage de la 3e dimension à la 4e dimension est difficile puisque nous ne pouvons pas en former d'image mentale. Cependant, on va raisonner par analogie et on va essayer d'imaginer quelqu'un d'incapable d'imaginer, de voir en 3 dimensions, dont le cerveau ne serait pas fait pour ni voir, ni imaginer la 3e dimension. Et bien, ces personnages-là sont les habitants de Flatland. Alors, Flatland, c'est un roman qui a été écrit par un moine, il me semble, ou un abbé, au 19e siècle, qui s'appelait Abbott, et qui décrit un tel monde, et qui décrit la rencontre, en fait, entre les habitants de Flatland et un être venu de la 3e dimension. Tout comme nous, il faudrait qu'on imagine la rencontre entre nous et un être venu de la 4e dimension, un être en 4 dimensions. Alors, il y a un film qui a été fait, voilà, qui s'appelle Flatland the Movie, voilà, que vous pouvez essayer de voir. Donc, il faut imaginer comment est-ce qu'on communiquerait à ces êtres en 2 dimensions l'idée d'un cube ou l'idée d'un objet en 3 dimensions. Par exemple, les solides de Platon. Comment est-ce que je vais expliquer à ces habitants qu'est-ce que c'est qu'un solide de Platon? Alors, on peut par exemple leur montrer une projection. Tout comme nous, on a vu une projection de l'hypercube, on peut montrer aux habitants de Flatland la projection du dé à 20 faces que vous avez à gauche. Là. Ou alors, vous pouvez leur montrer des sections. Vous pouvez leur montrer plusieurs sections du dé à 20 faces. Là, une section haute, une section médiane et une section proche du bas. Moi, je trouve que c'est plus difficile parce que cette section va évoluer. Il va falloir leur montrer tout un film. Et puis, à partir du film, reconstituer l'objet en 3D, ce n'est pas si évident, même pour moi. Voilà. Ou alors, on peut leur montrer les patrons, comme on a vu tout à l'heure. Le patron du dé à 20 faces, de l'icosaèdre régulé, c'est son nom scientifique, se replie dans la 3e dimension. Et on ne peut peut-être pas leur montrer le repliement, mais on peut leur montrer quand il est tout complètement plat, à quoi ressemble ce patron. Voilà, c'est 3 façons de communiquer avec les habitants de Flatland. D'ailleurs, quand on veut faire des projections, c'est très facile avec les formules. Là, je vais vous montrer une formule, parce que la projection orthogonale sur un plan horizontal, quand vous avez les 3 coordonnées x, y et z, eh bien, il suffit de barrer la coordonnée z, et là, vous avez les coordonnées x et y de sa projection orthogonale sur un plan horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends un objet en 3 dimensions et je l'aplatis complètement sur un plan horizontal. Ou je peux le dire autrement. Je regarde un objet en 3 dimensions posé sur le sol et je le regarde d'avion, vue d'avion, quand l'avion est juste au-dessus de l'objet. Eh bien, la perspective va complètement écraser cet objet. Voilà. Et mathématiquement, ça s'exprime très facilement. Alors, là, c'est un petit programme qui montre ce qui se passe quand j'effectue la projection du dé à 4 faces, qu'on appelle tétraèdre régulier, sur un plan. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, je peux montrer à l'habitant de Flatland le dessin de en bas. Hein. Donc, ils sont 3 triangles. Alors, qu'est-ce que voit l'habitant de Flatland? Eh bien, il voit cette chose-là. Hein. Il voit 3 triangles qui ne sont pas équilatéraux, parce qu'ils ont été écrasés par la perspective, par la projection. Si je fais la même chose avec un cube et que je l'écrase complètement, j'obtiens un carré. Hein, la projection orthogonale d'un cube sur un plan, c'est un carré. Bien sûr, je pourrais présenter le cube autrement. Je pourrais par exemple le présenter comme ça. Donc là, sa projection, ce serait un... Si j'y arrivais, parce que voilà, j'y arrive. Donc sa projection, c'est 2 carrés. Non, c'est 2 rectangles en fait. C'est 2 rectangles. Et puis, je peux aussi le présenter, si j'y arrive,
sur sa pointe. Et là, sa projection orthogonale, ça va être 3 losanges. Voilà. 3 losanges identiques. Si on a vraiment bien mis pile une diagonale, si on met une diagonale du cube pile verticale, ça fait 3 losanges identiques. On peut montrer ces dessins aux habitants de Flatland. Alors ça, c'est l'octaèdre régulier, le dé à 8 faces. Voilà. Là, si je le projette comme ça me fait 4 triangles isocèles. Et puis, si je le projette en mettant une face à plat, comme si le dé était posé par terre, eh bien, je vais obtenir un triangle équilatéral entouré de 3 triangles aplatis, etc., etc. Là, le dé à 12 faces. Alors, j'ai pris une projection très particulière du dé à 12 faces, parce que si on le place précisément sur une arête, verticalement sur une arête, eh bien, il y a 4 faces qui deviennent verticales. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Elles deviennent verticales. Et quand on projette, ça fait cet effet-là. Voilà, ça fait cette chose-là. Mais je n'étais pas obligé de le projeter comme ça, bien sûr. Je pouvais très bien le projeter de façon beaucoup plus classique, comme ceci. Alors, ce sera approximatif. Hein. Voilà, je vais essayer de faire un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et pour le plaisir, le dé à 20 faces, le voici. Quand je le projette, j'obtiens ceci. C'est une projection possible où je peux obtenir cette projection-là que l'on voit plus souvent. Voilà. Ou alors mettre la face au centre, c'est sympa aussi. Alors, le puzzle en 3D que vous avez vu est en fait la projection d'un objet en 4 dimensions vers la 3e dimension. Et souvent, ce puzzle, je l'accompagne d'un autre puzzle, qui est un puzzle 2D, qui représente un objet 3D. Donc, l'objet 3D est à gauche. Alors, c'est un polyèdre qui n'est pas régulier parce que ses faces ne sont pas des carrés, mais des quadrilatères différents des carrés. Et je l'ai projeté d'une certaine façon, orthogonalement sur le plan, et ça m'a donné ce dessin. Et j'ai séparé toutes les pièces et je mets au défi les gens de réassembler les pièces pour qu'on voit eh bien, comme une photographie de cet objet. Eh bien, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Une des choses qui échappe à l'intuition des gens qui n'ont jamais fait de dessin, c'est que les pièces les plus larges doivent se trouver au centre et les pièces les plus aplaties doivent se trouver en périphérie. Voilà. Ce puzzle est une invitation, une introduction au puzzle 3D, puisque le puzzle 3D, hein, ce puzzle 2D est un puzzle qui représente une représentation en 2D d'un objet en 3D, tout comme mon puzzle 3D représente un objet en 4 dimensions. Voilà. Donc, pour vous introduire à ces objets en 3 dimensions, je vais vous montrer ce qui se passe quand on présente le patron d'un polyèdre à un habitant de Flatland. Donc, l'habitant de Flatland, il voit le truc à droite. Et puis, quand je replie mon polyèdre en 3D, là, vous voyez, à gauche, ça se replie en 3D et ça me forme le dé à 4 faces. Mais l'habitant de Flatland ne peut pas voir ce repliement. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui présenter? Eh bien, je peux montrer à l'habitant de Flatland la projection orthogonale du repliement sur le plan. Ça, l'habitant de Flatland peut le voir. Et vous voyez à droite, on voit s'animer la projection orthogonale. Au début, c'est des triangles équilatéraux, mais au fur et à mesure que je replie, ces triangles équilatéraux à droite s'aplatissent, 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 et même disparaissent. Ils ont disparu parce que les faces sont parfaitement verticales. Vous voyez, comme les faces sont parfaitement verticales, la projection orthogonale des faces est réduite à un segment. Elle est complètement aplatie. Et si je continue de replier, eh bien, les triangles passent à l'intérieur. Et il y a un moment où les 3 pointes se touchent à la fois sur le dessin en 3D et sur le dessin en 2D. À ce moment-là, pile, on a replié le patron. Et on a un angle d'à peu près 109 degrés. Là, j'ai laissé un petit espace, ce n'est pas fait exprès. Voilà. Alors, si on fait la même chose avec le cube, on a trop plié là. Voici le patron du cube. Je le replie dans l'espace. Et quand l'angle de repliement atteint pile 90 degrés, hop, le cube est replié. Et ce que je peux montrer à l'habitant de Flatland, eh ben, c'est la projection de cette animation
Et là, l'habitant de Flatland peut s'imaginer un peu, peut tenter de s'imaginer ce qui se passe. Si je fais ça avec l'octaèdre régulier, en 3D, on voit bien ce qui se passe. En 2D, ça commence à devenir un peu compliqué. On arrive à peu près à suivre. Mais ce n'est pas si facile. Avec le dé à 12 faces, hop là, ça se replie comme ça. Peut-être que je vais changer l'angle un peu. Et je vais dézoomer. Voilà. Hop, on replie, on déplie. Donc là, ça devient très difficile à suivre dans la projection en 2 dimensions. Donc ce que je fais, c'est qu'au lieu de montrer la totalité, je montre juste ce qui est à côté de la face plane. Donc, la face en bleu, elle touche le plan, elle ne bouge pas. Et les 3 faces qui touchent cette face bleue se replient dans l'espace. Et à droite, sur la projection orthogonale, là, on arrive à suivre ce qui se passe. Parce que ces 5 pentagones réguliers, on les voit qui s'aplatissent peu à peu. Et à un moment, ils se recollent. Ils se recollent exactement quand l'angle de repliement est le bon. Donc, avec un petit peu de mathématiques, un peu de trigonométrie, de cosinus, etc., on arrive à déterminer exactement de quel angle on doit replier le patron dans l'espace pour que tout se recolle. Et même l'habitant de Flatland peut faire ce calcul de géométrie, il peut faire les dessins, puisqu'il peut faire ce dessin entièrement en 2 dimensions. Il suffit qu'il détermine quel aplatissement des pentagones font se recoller les choses. Ah, j'ai oublié de vous montrer le dernier, là, le dé à 20 faces. Allez, le dé à 20 faces, hop, ça c'est un des patrons possibles, ce n'est pas le plus sympa. Et on le replie et hop, tout s'est recollé. Alors si je montre que les voisins, là j'ai un problème. Vous allez voir. Hop, je replie le patron, j'essaie de faire à peu près le bon angle. Voilà, là c'est à peu près le bon angle. Et là quand je montre que les voisins, eh bien, ça ne se touche pas parce que comme il y a 5 sommets, 5 triangles équilatéraux par sommet, et que je n'en montre que 3, eh bien, je ne vois pas le moment où ils se touchent. Donc, ma méthode ne marche pas très bien pour le dé à 20 faces. Bah, c'est la vie. Voilà. Alors, pour finir, je vais vous expliquer quel est l'objet en 4 dimensions que je représente avec mon puzzle. Je vous ai dit que c'est un objet en 4 dimensions, mais je ne vous ai pas dit lequel. Pour ça, j'introduis Polytope. Alors, le polytope, c'est le 4e élément d'une série qui commence par le segment. Le segment, c'est un objet en 1 dimension. Le polygone, c'est un objet en 2 dimensions dont les côtés sont des segments. Le polyèdre, c'est un objet en 3 dimensions dont les faces sont des polygones. Eh bien, le polytope, que je ne peux pas représenter fidèlement, mais que mathématiquement on peut définir, c'est un objet en 4 dimensions, donc, qui se représente avec des coordonnées à 4 nombres. C'est un objet à 4 dimensions dont les facettes eh bien, sont des polyèdres, tout simplement. Alors, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça, à peu près la définition. Une définition possible d'un polytope. Il faut s'imaginer que les facettes d'un polytope sont des objets 3D. Hein, c'est un effort d'imagination. Tout comme les faces d'un polyèdre sont des objets 2D. Donc, pour les polytopes réguliers, pour savoir combien de polytopes réguliers existent, il faut déjà définir ce que c'est qu'un polytope régulier. Donc là, j'ai oublié la diapo qui définit les polytopes réguliers. Mais en gros, il faut reprendre les critères qu'on avait avant. Donc les critères sont, on veut que l'objet ne soit pas plat. Alors là, plat, ça veut dire qu'on veut qu'il ait vraiment 4 dimensions et pas 3. On veut qu'il soit convexe, c'est-à-dire arrondi dans l'espace à 4 dimensions, qu'il n'ait que des bosses et pas des creux. On veut que ces facettes soient toutes des polyèdres réguliers. Donc du coup, on n'a que 5 possibilités pour les facettes. Il faut forcément que les facettes soient des polyèdres de Platon. Il faut que les facettes soient des polyèdres de Platon. Et enfin, on veut qu'à chaque arête, on voit le même nombre de facettes. Donc, tout à l'heure, il fallait qu'à chaque sommet, il y ait le même nombre de polygones. Là, ce n'est pas à chaque sommet qu'on va comparer les choses, mais à chaque arête. Ça, ce n'était pas complètement évident,
mais c'est comme ça qu'il faut définir polytope régulier. Et avec cette définition, eh ben, on peut tenter de limiter le nombre de polytopes réguliers. De la même façon qu'on a vu qu'il n'y avait que au plus 5 polygones réguliers, non, polyèdres réguliers, eh bien, je vais vous montrer qu'il n'y a qu'un nombre fini possible de polytopes réguliers, de la même façon. Alors, par exemple, prenons les polytopes réguliers dont les facettes sont des dodécaèdres régulières, des dés à 12 faces. Donc là, j'ai mis un dé à 12 faces au centre et j'ai collé dessus un dé à 12 faces. Et en fait, on va faire comme les habitants de Flatland. On va coller autour de ce dé à 12 faces autant de dés à 12 faces possible de même taille. Hein. Si je vous montre en fil de fer ce que ça donne ça. Voilà, j'enlève le fil de fer. Et on va les replier dans la 4e dimension. Alors bien sûr, nous, on ne peut pas le voir. Donc ce qu'on voit en fait, c'est la projection orthogonale de ce repliement en 4 dimensions. Et l'effet de cette projection orthogonale, c'est quoi? Eh bien, si je vous montre qu'un seul dodécaèdre régulier attaché à celui du centre, l'effet de cette projection, c'est de l'aplatir. Tout comme tout à l'heure, ça aplatissait. Et bien là, c'est pareil, ça aplatit, tout simplement, ça aplatit. On peut même aller au-delà. Hein, voilà. À 180 degrés, on est revenu sur le truc de départ. Là, à 90 degrés, eh bien, on l'a complètement aplati, comme tout à l'heure. Voilà ce que fait la projection orthogonale du repliement dans la 4e dimension d'un truc. Alors, si je les mets toutes, voilà, et bien vous voyez, tout le monde va se toucher à un moment précis, pour un angle précis, qui est de 36 degrés exactement. Donc là, il se trouve que c'est pile 36 degrés. Donc là, avec le logiciel, je ne peux pas le régler précisément. Le mieux que je peux faire, c'est ça. Hein. Voilà. Si on regarde avec 2 seulement, hein, c'est le moment pile où l'écart qu'on a ici se réduit à 0. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut mettre 3 dodécaèdres autour d'une arête et on ne peut pas en mettre plus. Et comme il faut en mettre au minimum 3, eh bien, ça veut dire qu'il y a au plus un polytope régulier formé de dodécaèdres. Donc on a déjà limité le nombre de polytopes réguliers dans le cas où les facettes sont des dodécaèdres réguliers. Alors je ne me souviens plus quelle est la diapo d'après, donc je vais la montrer. Ouais, c'est ça. Donc je vais vous montrer tout de suite la diapo d'après. On va limiter tout de suite. D'accord ? Donc, on va se mettre dans le cadre où on veut faire des polyèdres réguliers. Non, des polytopes réguliers, excusez-moi, j'en perds le fil. Et on va se demander combien on peut en mettre autour d'une arête. Là, on voit qu'on peut en mettre 3. Voilà. On voit qu'on peut en mettre 4. On voit qu'on peut en mettre 5. Et on ne pourra jamais en mettre un 6e. Si on essaie d'en mettre un 6e, ça va se traverser lui-même. Hein. Là, j'en ai mis 6. Ouais, ça se traverse lui-même, ce n'est pas bon. Donc, au maximum, je peux mettre 5 dés à 4 faces autour d'une arête. Et ensuite, quand je replie le tout dans la 4e dimension, bah, ça me fait ça. Donc, l'angle de repliement, c'est à peu près 15 degrés. Si j'ai au-delà, ça ne va pas du tout. L'angle de repliement pour 4, c'est à peu près de... Alors, j'ai oublié, mais on va le voir tout de suite. Hop, c'est de 60 degrés. Et puis, l'angle de repliement pour 3, alors là, ça rentre à l'intérieur. Donc, il faut que je me mette en fil de fer pour voir l'intérieur. Voilà, c'est d'à peu près 103 degrés. En plus, même si on ne sait rien à la 4e dimension, rien qu'avec ces projections, on peut calculer l'angle. Ça va être l'angle dont le cosinus vaut 1/4. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est de la géométrie. Pas trop compliqué. Donc, pour les tétraèdres réguliers, pour les dés à 4 faces, on n'a que 3 possibilités. Soit on en met 3, soit on en met 4, soit on en met 5. Et ça a pour conséquence qu'il y a au plus 3 polytopes réguliers faits de dés à 4 faces. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais ça limite. Donc, on a déjà 4 possibilités. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est ce qui se passe avec les dés à 6 faces, les cubes. Les cubes, autour d'une arête, on peut mettre au maximum 3 cubes. Si on met 4 cubes, on a 360 degrés. Et rappelez-vous, il faut qu'il y ait strictement moins de 360 degrés. Donc, des cubes, on ne peut pas en mettre 4, on peut en mettre 3. Et puis, pareil, on ne peut pas en mettre 2, sinon ça serait plat. Donc, les cubes, il y a au plus un polytope régulier fait de cubes. Alors, là, j'en mets 4 autour du cube central.
je replie, et en fait, l'angle de repliement, c'est 90 degrés, comme tout à l'heure. Là, ils sont tous aplatis. C'était par curiosité. Alors, ceux qui sont faits de dés à 8 faces, qu'on appelle des octaèdres réguliers, voilà. Alors, des octaèdres réguliers, vous allez pouvoir en mettre au maximum 3. Donc, il y a au plus un polytope régulier fait d'octaèdres réguliers. Et quand on replie ça dans l'espace, l'angle de repliement, c'est de 60 degrés à nouveau. Donc voilà, là, j'ai replié tout le monde. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Là, voilà. Là, je replie dans la 4e dimension mon patron en 3 dimensions. Là, je le replie et là, tout le monde se touche à 60 degrés. Voilà. Et enfin, le dé à 20 faces, pour terminer, le dé à 20 faces, qu'est-ce qu'il y a? Le dé à 20 faces a un problème. Je ne peux en mettre que 2. Je n'ai pas la place d'en mettre 3. Si j'essaie d'en mettre 3, eh bien, ça se traverse lui-même. Donc, je ne peux pas fabriquer de polytope régulier avec des dés à 20 faces. Et je trouve ça très dommage, mais c'est la vie. Alors, on va résumer les choses. Des polytopes réguliers, il y en a au plus 6. Avec des tétraèdres réguliers, donc des dés à 4 faces, on peut en mettre 3 par segment, ou 4 par segment, ou 5 par segment. Avec des dés à 8 faces, on peut en mettre que 3 par segment. Avec des cubes, on peut en mettre que 3 par segment. Et avec des dés à 12 faces, on peut en mettre que 3 par segment. Question, est-ce qu'ils existent? Parce que j'ai dit qu'il y en avait au maximum 6, mais est-ce que les 6 existent? Donc, le tétra, le premier existe, oui. Là, on a une espèce de... Non, là, on a une projection. Je ne me souviens plus quel type de projection. J'ai trouvé ça sur Internet et j'ai oublié quel type de projection c'est. Voilà. Alors, celui-là, eh ben, il est fait de 5 tétraèdres réguliers au total dans l'espace à 4 dimensions. Alors, le suivant existe aussi. Donc, si vous voulez mettre 4 tétraèdres réguliers autour de chaque segment, vous pouvez. Et le nombre total de facettes va être de 16. Alors là, la représentation que vous avez à l'écran n'est plus une projection orthogonale ni perspective, mais une projection stéréographique. Je n'ai pas le temps de détailler ce que c'est. Alors, le suivant existe aussi. Il est fait donc de 5 tétraèdres par segment. Et le nombre total de tétraèdres dans l'espace à 4 dimensions pour que l'objet se replie entièrement est de 600. 600 tétraèdres, c'est considérable. Le suivant existe. Donc, avec des octaèdres, je peux faire un polytope régulier. Il a 24 octaèdres. L'hypercube existe, vous le connaissez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, lui, c'est oui. Et l'hypercube, combien de faces a-t-il? Je vous laisse réfléchir 3 secondes. Eh bien, l'hypercube a 8 faces parce que on a pris un cube, on l'a fait bouger dans l'espace à 4 dimensions. Et donc, le cube de départ et le cube d'arrivée sont des faces, sont des facettes de l'hypercube. Et chacune des faces de l'hypercube, il y en avait 6, a elle-même tracé une facette. Donc, une au départ, une à l'arrivée, plus 6, ça fait 8. Alors, si vous n'arrivez pas à suivre, ce n'est pas grave. Hein. Et enfin, le dodécaèdre régulier, le dé à 12 faces, oui, ça existe aussi. Donc, à chaque fois, ça existe. Et il y a une explication à ça, mais elle est subtile. Donc, je ne vais pas la raconter. Cet objet-là possède 120 facettes. Voilà. Et ben, c'est cet objet-là que je préfère. C'est mon préféré. C'est le polytope régulier à 120 cellules. Donc, moi, j'aime bien l'appeler le 120, mais son nom scientifique, c'est l'hécatonicosa cor, parce que hécatonicosa, il paraît que ça veut dire 120 en grec. Et corps, ça veut dire chambre ou cellule. Il est formé de 120 cellules. Le nom anglais, c'est d'ailleurs 120-cell. Donc, cell, ça veut dire cellule. Et 120, bon, alors, en anglais, ça se prononce donc 120 cells. Voilà. Alors, cet objet-là, c'est avec cet objet-là, ce polytope à 120 facettes, que j'ai décidé de fabriquer mon puzzle. J'ai pris sa projection orthogonale des 4e dimension vers la 3e dimension. Et tout comme la projection orthogonale d'un polygone, ça formait un puzzle fait de polygones. Pardon, la projection orthogonale d'un polyèdre fabrique un puzzle en 2D formé de polygones. Et bien, la projection orthogonale d'un polytope, ça fabrique un puzzle 3D formé de polyèdres. Et ces polyèdres, c'est quoi? Ben, c'est les facettes qu'on avait qui ont été aplaties par la projection, plus ou moins. La facette centrale n'a pas du tout été aplatie.
c'est le cœur du puzzle que j'ai fabriqué, que je vous ai montré en tout début d'exposé. Le cœur est un dodécaèdre régulier, c'est un dé à 12 faces qui n'a pas été déformé par la perspective. Les suivants sont des dés à 12 faces qui ont été légèrement aplatis par la perspective, mais pas trop. La génération suivante, tout autour, c'est toujours des dés à 12 faces, hein, mais ils ont été plus aplatis. Là, ils sont au nombre de, j'ai oublié, probablement 20. Ensuite, il y a à nouveau 12 dés à 12 faces qui, eux, ont été considérablement aplatis. C'est ceux en jaune. Et il y a une génération supplémentaire de dés à 12 faces qui ont été totalement aplatis. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure un aplatissement particulier du dé à 12 faces. C'est celui-là que vous avez ici. Ça forme un hexagone pas régulier. Si on prend un dé à 12 faces et qu'on l'observe, qu'on le positionne sur son arête en équilibre et qu'on l'aplatit totalement, ça fait cette figure-là. Donc, ces polyèdres totalement aplatis font partie de la projection de l'hécatonique aux accords. Alors là, ce qu'on voit, c'est uniquement la moitié des 120 facettes. Parce que, tout comme quand on projette une sphère sur un plan, on ne voit que la moitié de la sphère, qu'un hémisphère, et bien là, on ne voit aussi qu'un hémisphère de l'objet en 4 dimensions. Ou le dé à 12 faces, quand je l'ai projeté tout à l'heure sur le plan, on n'en voyait que la moitié. On voyait que 6 des 12 faces au maximum. Et bien là, c'est pareil, on va voir, alors pas tout à fait 60, parce que ces faces plates là changent le compte. Donc en fait, il y a 45 pièces qui sont en volume, il y a 30 pièces qui sont complètement aplaties, et enfin, il y a 45 autres pièces qui se trouvent de l'autre côté, sur l'autre hémisphère. Donc 45 plus 30 plus 45, ça fait bien 120. Voilà. Donc c'est ça l'origine du puzzle. Moi, j'avais commencé par faire des dessins par ordinateur de cet objet pour le comprendre et puis pour me l'imaginer en 4 dimensions, ce qui n'est pas facile. Et ensuite, je me suis dit, mais ça ferait un chouette puzzle. Il y a une dizaine d'années. Et comme les imprimantes 3D commençaient à être à la mode, et bien, plutôt que d'essayer de le faire en bois, ce qui est assez difficile, je l'ai fait en impression 3D. Et là, les fichiers, je les avais déjà, donc je les ai envoyés dans une imprimante 3D. Ça a pris très longtemps à imprimer. D'abord, je l'ai commandé sur Internet en petit, et ensuite, je l'ai fait en grand. Donc là, c'est le petit, le premier que j'ai commandé sur Internet pour une centaine d'euros. Je vais fabriquer une petite coque en papier, que vous voyez peut-être. Et puis ensuite, j'en ai fabriqué un grand, qui a pris beaucoup de temps sur les imprimantes 3D du Fab Lab de l'université. Ensuite, je l'ai peint et je l'ai fabriqué une petite coque. Donc là, vous voyez le premier modèle, qui était un peu plus gros que le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais vous remontrer le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Pour ça, j'arrête le partage d'écran et je rebaisse la caméra. Voilà. Donc ça, c'est le puzzle 3D avec son cœur doré, là, qui est un dodécaèdre régulier qui n'a pas été aplati. Ce cœur doré est entouré de pièces qui sont des dodécaèdres réguliers qui ont été légèrement aplatis. Voilà. Et que l'on colle sur la face, sur le cœur, comme ça. Ensuite, la génération d'après, je crois, alors ce n'est plus les mêmes couleurs que sur le dessin de tout à l'heure. Là, les jaunes ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Voilà. Les plus aplatis, c'est eux. Sauf qu'il y a encore plus aplati, il y a la coque. La coque est formée de dodécaèdres réguliers qui ont été totalement aplatis et qui font partie de l'objet 4D. Donc, à la fin, quand on refait le puzzle et que l'on referme la coque, eh bien, on voit des fenêtres. On voit des fenêtres. C'est normal. Voilà, je vais y arriver. On voit des fenêtres comme ça. C'est tout à fait normal parce que là, on a accès à cette pièce-là, alors que cette pièce-là cache les pièces de l'intérieur. Voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire de ce puzzle. Alors, ce puzzle est joli, il est symétrique. Et les gens, même quand on ne leur explique pas la 4e dimension, mais ils sont contents de le... Moi-même, je suis content de le défaire et de le refaire. Je trouve assez marrant. Et j'ai terminé.